Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce mardi 17 mai, il y a la visite de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, Jeannette Bougrabe, au programme des rencontres autour du service civique, mais aussi un déplacement dans les locaux montpelliérains de la Lesbian and Gay Pride à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie. Vincent Autain, le président de la LGP Montpellier-Languedoc-Roussillon, est notre invité. Bonsoir. On vous retrouve à la fin du journal. Dans l'actualité, il y a aussi le colonel Cassard, ancien patron des pompiers de l'Hérault, peut-être sur la voie d'une réintégration. Le tribunal administratif de Montpellier a demandé ce matin l'annulation de la mise en congé et en retraite d'office de l'ancien directeur du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, qui a aussitôt fait appel. Et puis la visite de Montpellier, la ville de Montpellier, prépare sa fête de la biodiversité les 20 et 21 mai. L'occasion de découvrir ce qui est fait, notamment pour la sauvegarde des insectes, mais aussi de certains oiseaux comme les mésanges. 400 nids installés dans toute la ville sont surveillés tout au long de l'année. Mais d'abord, la couverture de TV Sud s'étend à partir de demain à l'ensemble des Cévennes. Bienvenue donc aux nouveaux téléspectateurs du bassin alésien. Désormais, 200 000 nouveaux Gardois pourront profiter des programmes de TV Sud Camargue-Cévennes. Elle a donc passé la journée à Montpellier. Jeannette Bougrabe, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du monde associatif. Première phase de la journée des échanges et un déjeuner en préfecture avec une dizaine de jeunes volontaires civils. L'occasion de faire le point un an après le lancement du service civique. Reportage Marie-Laurence Flétour qui a pu suivre ces rencontres. Ils ont entre 16 et 25 ans et ils se sont engagés pour 6 mois ou 1 an. Ces jeunes volontaires travaillent pour la plupart dans des associations. Jérémy s'occupe d'hommes auteurs de violences conjugales, une action d'accompagnement à la fois matérielle et psychologique. Cette expérience tournée vers les autres l'a beaucoup changé. Ça apporte beaucoup, hein. On se découvre plein de capacités, plein de bonnes choses. On voit le monde avec un nouvel œil, quoi. On apprend à fermer un peu ses yeux physiques et ouvrir les yeux du cœur, quoi. Jérémy a été reçu par Jeannette Bougrabe, secrétaire d'État à la jeunesse, avec 9 autres jeunes au parcours varié. L'année dernière, ils sont 5000 à avoir commencé une mission de service civique. Pour le gouvernement, cet engagement doit être mieux pris en compte par les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on travaille de 2 manières. D'une part, faciliter l'insertion professionnelle après le service civique, en signant notamment et en sensibilisant les entreprises pour qu'ils forment leur DRH pour qu'ils puissent savoir ce qu'est le service civique, parce que c'est important aussi qu'on fasse de la communication à l'égard des entreprises, parce qu'un jeune qui a donné du temps à une association, qui a porté des projets, qui a travaillé en équipe, ces qualités-là sont des qualités importantes dans une vie d'entreprise et on travaille en équipe. L'objectif 2011, porter à 15 000 le nombre de volontaires civiques et atteindre le chiffre de 75 000 d'ici à 2014. Voilà, et la suite du programme de la ministre, c'était donc notamment une visite dans les locaux de la LGP Montpellier. On en reparle tout à l'heure avec son président Vincent Autain. Et justement, en ce 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, un couple de femmes franco-brésiliennes a déposé ce matin au tribunal administratif un double recours contre le préfet de l'Hérault. Le couple qui s'était rencontré en juillet 2008 s'était pacsé en 2009 alors que les 2 femmes vivaient ensemble. Mais depuis, la préfecture a refusé un titre de séjour à la ressortissante brésilienne. Une décision qui ne suivrait pas la jurisprudence des préfectures. On écoute le président du collectif contre l'homophobie et une des plaignantes au micro de Marie-Laurence Flétour. En tout cas, j'espère que notre cas servira d'exemple pour les autres et fera avancer un petit peu le cours des choses, puisque, étant donné qu'on est pacsé, on rentre dans aucune catégorie par rapport au mariage, et finalement, c'est ça le plus difficile. Donc je considère qu'il y a là, de la part de la préfecture, une erreur d'appréciation en droit, puisqu'elle a mal apprécié la circulaire, qu'il y a une erreur d'appréciation matérielle, parce que la préfecture répond à la requérante qu'elle a sa mère, ses frères et ses sœurs qui habitent au Brésil, que finalement ses attaches sont au Brésil et pas avec sa compagne en France. Et puis je me pose la question du zèle de la part du préfet, des services de la préfecture, qui voudrait restreindre, avant même que Claude Guéant n'ait les faits au niveau national, les règles de l'immigration en France.
Une affaire à suivre donc, et on reste au tribunal administratif de Montpellier. L'ancien patron des pompiers de l'Hérault, le colonel Charles Cassard, va-t-il être réintégré après avoir été contraint de quitter ses fonctions en juillet 2009 ? La question se pose car ce matin, le tribunal a demandé l'annulation de la mise en congé et en retraite d'office du colonel Cassard, ce qui pourrait permettre sa réintégration. Mais il faudra passer une nouvelle étape de la procédure. L'ancien patron des pompiers était en conflit avec son employeur, le SDIS, service départemental d'incendie et de secours géré par le Conseil général. Pour ses détracteurs, ce sont ses méthodes de management et de gestion qui posaient problème. On écoute les précisions de l'avocat du colonel Cassard, maître Jean-Jean, au micro de Jean Brun. Le tribunal administratif a décidé d'annuler 2 arrêtés du préfet qui plaçaient pour l'un le colonel Cassard en congé avec des charges de fonction à compter du mois d'octobre 2009 et pour l'autre qui le plaçait donc à la retraite avec radiation des cadres à compter du mois d'août 2010. Le colonel Cassard est bien évidemment très satisfait de ces 2 décisions qui, je dirais d'une part, lavent son honneur, puisque le colonel Cassard est un homme d'honneur, un homme d'action, qui avait été écarté en fait de ses fonctions de manière, maintenant c'est jugé, on peut le dire, donc illégale, et qui donc retrouve maintenant toutes ses possibilités d'être réintégré en fait dans le corps des sapeurs-pompiers, bien évidemment en tant que directeur de SDIS. Justice toujours avec les suites de l'affaire Bissonnay. Vous vous en souvenez, qui avait fait couler beaucoup d'encre. L'avocat du vicomte Amaury d'Harcourt demande sa remise en liberté jusqu'au prochain procès. Son avocat s'inquiète de la dégradation de l'état de santé de son client. Je rappelle que cet homme de 86 ans avait été condamné en février dernier à 8 ans de réclusion criminelle pour sa complicité dans l'assassinat de Bernadette Bissonnay. Il est détenu en ce moment à la prison de la Santé à Paris. Le procès en appel de l'affaire Bissonnay ne devrait pas avoir lieu avant décembre prochain. Ce sera à Carcassonne. C'est la fin de la grève à la poste de Saint-Gély-du-Fesque. Après 2 semaines d'un service perturbé, un accord a été trouvé entre le personnel et la direction sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle organisation. La distribution du courrier devrait rapidement revenir à la normale. Le pôle de compétitivité régionale Derby organise jusqu'à demain à Perpignan une conférence internationale. Derby, ça veut dire développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie. Pour la 6e année consécutive, plus de 1000 participants vont échanger sur cette thématique. Et à Montpellier, une visite était organisée aujourd'hui dans le cadre de cette conférence sur le thème « Inventer la ville de demain ». Ça se passait chez IBM. L'entreprise développe des systèmes informatiques permettant d'optimiser l'efficacité énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments. IBM a commencé par travailler sur ses propres installations pour faire des économies d'énergie. On écoute Jean-Michel Rodriguez, architecte et responsable de l'efficacité énergétique chez IBM. Il parle de ce nouveau concept de Green Data Center, ça veut dire serveur de données écologiques. C'est au micro de Moad Eliakabi. Ces Green Data Centers ont pour objectif d'économiser l'énergie en réduisant en fait ou en augmentant l'efficacité énergétique de ces centres. On a aujourd'hui dans un data center 60% de l'énergie qui est consommée à autre chose que le traitement des ressources informatiques. Donc 40% pour les ressources informatiques, 60% autre chose. Ces autres choses, c'est le refroidissement, c'est la lumière, c'est les UPS, donc un certain nombre de choses. Et ce que l'on essaye de faire, c'est de travailler justement sur cette énergie consommée par autre chose que le traitement pour réduire au bout du compte la facture électronique et énergétique. Nous vous l'annoncions dès hier soir, la fête de la biodiversité, c'est à Montpellier les 20 et 21 mai prochains sur l'esplanade. Mais la ville a mis en œuvre un plan d'action biodiversité avec des initiatives menées tout au long de l'année, notamment dans la protection de la faune avec une attention toute particulière pour les insectes et des mésanges. Explication Michael Briffaut et Nuria Casabuerta. C'est le printemps, le moment des naissances chez les mésanges. Dispersés dans les parcs de Montpellier, 400 nichoirs sont installés pour accueillir les différentes couvées. L'objectif, donner un coup de pouce à la nature. C'est bien de mettre les nichoirs, ça aide. Ça aide à augmenter les populations des espèces comme les mésanges, voir si on a des œufs et quelle mésange vient, si c'est une mésange charbonnière ou mésange bleue. La mésange est une espèce d'oiseau fragile, sensible à la qualité de son environnement. Alors, installée en pleine ville, elle est un véritable indicateur de l'état de la biodiversité.
Et pour protéger les mésanges, il faut protéger l'ensemble de sa chaîne alimentaire. C'est pourquoi même les insectes ne sont pas oubliés. L'objectif de ces nichoirs, c'est reconstituer une sorte de micro-habitat dans lesquels on pourrait les retrouver à l'état naturel. Donc l'objectif, c'est d'offrir en fait des sites de nidification aux différents insectes que l'on peut retrouver sur les différents quartiers de la ville. Donc en fait, elles sont composées à la fois de cailloux et de bois morts dans lesquels en fait on a percé. On a fait des trous dans lesquels notamment les abeilles et les bourdons viennent se reproduire. Un ensemble de mesures et de petits gestes simples qui n'ont qu'un but, préserver l'environnement. Après, il y a toute une mesure d'action qui sont plus de la gestion, comme par exemple une gestion différenciée avec des fauches tardives au niveau des prairies. Ça permet à la végétation spontanée de grainer, au niveau des espèces pollinisatrices d'effectuer la pollinisation. En quelques années, 70% de la population mondiale vivra en ville. Et le combat pour conserver la biodiversité se déplace maintenant sur le terrain urbain. Le but, changer les habitudes des citadins. C'est de la sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'il y a un équilibre naturel à retrouver au sein de la ville, changer les comportements, puisqu'en fait le principe c'est d'agir local mais penser global. Donc par exemple, je cite toujours l'exemple de la personne qui va acheter une table de jardin en teck. Elle impacte la biodiversité lointaine, que ce soit en Thaïlande ou en Birmanie. 60% des Montpelliérains se déclarent prêts à passer à l'action en faveur de la nature. Et ils peuvent commencer à prendre leurs envols dès ce week-end à la fête de la biodiversité. Voilà, et ne manquez pas ce mercredi à 18h30 sur TV Sud, un On en parle spécial biodiversité. Un mot de sport, on a appris ce matin que Issam Tej, le pivot du Montpellier Handball, prolonge son contrat jusqu'en juin 2015 avec l'équipe première, évidemment. Le joueur veut, dit-il, regagner un titre de champion de France et partir à la conquête du titre européen avec son club montpelliérain. La Comédie du Livre à Montpellier, c'est du 26 au 29 mai prochain. Aujourd'hui, le programme complet de ces rencontres incontournables qui entament leur deuxième quart de siècle était donc dévoilé. Et cette année encore, des tables rondes, des rencontres, des expos, 300 écrivains et 100 000 lecteurs attendus avec à l'honneur la littérature de langue allemande. Pour cette 26e édition, on écoute les précisions de Michael Delafosse, c'est l'adjointe au maire de Montpellier en charge de la culture. À l'occasion de cette Comédie du Livre, on fait le jumelage avec Heidelberg, on découvre l'Allemagne, mais on s'intéresse à la langue allemande et à la littérature allemande. Et c'est pour cela, par exemple, qu'on accueillera le Suisse Paul Nison, on accueillera des auteurs autrichiens et bien sûr de nombreux auteurs allemands. Et nous allons aussi inviter les traducteurs. On va essayer de comprendre comment on passe de l'allemand au français. Comment on fait qu'un livre est agréable à lire parce qu'il a été bien traduit. On va s'intéresser finalement aux relations entre les langues à travers la littérature. Bonsoir Vincent Autain. Je le disais, vous êtes président de la LGP, Lesbian and Gay Pride Montpellier Languedoc-Roussillon. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie. Une journée pour informer mais aussi pour dialoguer, notamment avec une secrétaire d'État, Jeannette Bougrabe, qui a passé une partie de l'après-midi avec vous. Pourquoi est-elle venue ici à Montpellier? Et puis effectivement, qu'est-ce que ça fait pour vous, LGP, de recevoir ainsi un ministre? Tout d'abord, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est le 17 mai symboliquement, mais pour nous, c'est les 365 jours de l'année. Ça doit pas rester qu'une date symbolique, ça c'est important. La venue de la secrétaire d'État, nous avons été sollicités pour l'accueillir. Et bien entendu, dans notre rôle associatif, nous avons mission de rencontrer toutes les composantes politiques républicaines de ce pays pour échanger autour notamment de la question de l'égalité des droits et autour de la question des discriminations. Jeannette Bougrabe fait partie d'une majorité aujourd'hui qui est très peu favorable aux populations lesbiennes, gays, bi, trans. Donc il nous apparaissait important d'avoir cet échange et de lui faire part de toutes les réserves qui sont les nôtres liées à la politique gouvernementale qui est menée depuis 2007 dans ce pays et même bien avant d'ailleurs au demeurant. Vous lui avez dit quoi? Comment ça s'est passé justement cette rencontre avec la ministre? Ça s'est passé avec beaucoup de simplicité. D'abord, je salue le courage de la secrétaire d'État qui venir dans une association LGBT alors même que sa majorité est très complexée sur la question des droits, c'est déjà courageux. Nous lui avons fait part effectivement de notre volonté de peser
peser dans le scrutin électoral présidentiel qui s'annonce. Et nous lui avons fait remarquer que les engagements du candidat Nicolas Sarkozy, qui s'apprêtait à mettre en place un contrat d'union pour les couples homosexuels, qui apporterait un certain nombre de réponses en termes de droits pour nos populations, n'a pas été fait. Voilà, donc nous lui avons évoqué cette partie-là parce qu'on considère que l'absence d'égalité de droit conduit à la discrimination. C'est une discrimination institutionnalisée, mais c'est une discrimination. Nous avons remarqué pour autant que Jeannette Bougrabe, personnellement, est absolument favorable à l'égalité de droit, donc pour le mariage et pour l'adoption. Donc c'est très courageux. Elle l'a précisé, hein, elle a été claire sur ce sujet. Elle l'a déjà précisé lorsqu'elle était présidente de la HALDE, et puis elle nous l'a reformulé de nouveau aujourd'hui, publiquement. Donc nous espérons que Jeannette Bougrabe pourra œuvrer auprès de sa majorité pour faire changer quelques curseurs et surtout les mentalités. Un mot de cette journée mondiale contre l'homophobie, qu'est-ce qu'elle représente exactement, même si vous le dites, hein, il y a des actions qui sont menées tout au long de l'année au sein des associations notamment. Elle représente, symboliquement, elle représente beaucoup de choses. D'une part, ça nous permet de ne pas oublier toutes les personnes qui ont été victimes et qui sont encore victimes d'actes de discrimination liés à l'orientation sexuelle. Certaines sont mortes pour leur homosexualité, d'autres ont été fortement agressées et malheureusement le seront demain. C'est un moment où il y a un faisceau médiatique qui nous permet de continuer à sensibiliser. La visite de Jeannette Bougrabe nous a permis aussi de rappeler ô combien il était essentiel de faciliter l'intervention des associations dans les milieux scolaires et dans les lycées en particulier, puisque c'est un terrain plus ou moins propice aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. Donc c'est important, la ministre en a pris acte. Vous parliez tout à l'heure du service civique, elle a fait et pris un engagement fort vis-à-vis de la Lesbian and Gay Pride, c'est de nous délivrer l'agrément du service civique pour nous permettre d'accueillir des volontaires. Elle s'est engagée à nous le remettre personnellement à l'occasion d'une prochaine visite. C'est un geste fort, c'est un geste important. C'est un geste fort et important parce que les associations, il ne faut pas oublier on pallie aux carences de l'État, qu'on a des moyens qui sont limités, on essaie de faire au mieux avec ces moyens-là et qu'avoir ce renfort-là est évidemment important pour continuer à lutter contre ces discriminations et favoriser cette sensibilisation. Justement, l'homophobie, les discriminations, on voit ce cas, hein, tout à l'heure, j'en parlais dans le journal, de ce couple de femmes hein, dont la ressortissante brésilienne n'arrive pas à avoir de papier. Ce sont des cas assez courants qui vous reviennent, vous, les associations? Ce sont malheureusement des cas de plus en plus courants. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a facilité à se déplacer dans le monde entier et donc forcément, il y a des couples qui sont forts mais qui sont binationaux, à la fois hétérosexuels et à la fois homosexuels. Et effectivement, la question de la binationalité est une des premières problématiques dont nous sommes saisis très régulièrement. Voilà, lorsqu'on parle d'égalité de droit, on parle aussi de ces couples-là, on parle de la parentalité, on parle évidemment du mariage civil et je le précise. Et lorsque cette égalité sera permise dans ce pays, et j'espère le plus tôt possible, c'est déjà un premier levier qui permet de faire disparaître une discrimination institutionnelle et qui joue un rôle important dans la conscience collective. Justement, ce mariage civil, ce mariage gay, on a vu un geste effectivement symbolique de la maire de Montpellier, Hélène Mandroux, au mois de février, qui a marié symboliquement comme ça Florent et Tito. Est-ce qu'on avance sur ce dossier? Est-ce que vous avez des informations sur ce dossier qui avancerait au niveau local, mais aussi national, sur cette possibilité d'union entre personnes de même sexe? Alors, à ce jour, non, malheureusement, je n'ai pas l'état d'avancée de ce dossier-là. Par contre, je ne peux que souligner effectivement le courage politique de la maire de Montpellier. Elle n'en est pas à son coup d'essai, si j'ose dire. Il y a eu l'appel au mariage le 14 novembre 2009. Là, il y a eu cette union. Donc, je crois que Hélène Mandroux est à nos côtés. Et c'est important que les hommes et femmes politiques de ce pays, qu'ils soient élus locaux ou élus nationaux, se saisissent de nos combats. Je crois que prendre la température des associations, c'est important. Et je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer notre capacité mobilisatrice, surtout à la veille d'un scrutin. Sans égalité, pas de démocratie, c'est le thème de la 17e Gay Pride à Montpellier et ailleurs. Enfin, à Montpellier, c'est le 4 juin. La thématique colle bien avec l'actualité? La thématique colle parfaitement bien avec l'actualité. Effectivement, sans égalité, pas de démocratie, au même titre qu'on a précisé sur l'affiche « En 2011, je marche, en 2012, je vote pour l'égalité ». Parce qu'effectivement, dans ce pays, lorsqu'il y a des citoyens et des citoyennes qui ne disposent pas de l'intégralité des droits conférés par la nation, alors à ce moment-là, on est en lieu de se demander si on vit véritablement dans une démocratie, puisque les derniers sondages font état de manière très claire et très précise
que la majorité des Français et Françaises sont favorables à cette égalité de droit, je crois qu'il est temps que des politiques s'en saisissent et finissent une bonne fois pour toutes de faire rattraper le retard accumulé par la France depuis déjà de trop nombreuses années. En 2012, justement, campagne présidentielle, c'est une question qui va être effectivement sur laquelle vous allez insister avec les candidats? C'est une question qui est de toute façon au cœur de nos préoccupations depuis de nombreuses années et qui le sera évidemment encore plus pour 2012. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très conscients que les populations LGBT ont un rôle à jouer dans l'issue de ce scrutin. Le rôle de l'association n'est pas de dire de voter pour telle ou telle formation politique. Le rôle de l'association est d'informer l'État des avancées que proposent les différentes formations politiques. Chaque citoyen et citoyenne après a la responsabilité de son vote et a le libre choix. Ça, c'est important. Revenons à la Gay Pride à Montpellier. C'est bientôt, c'est dans 3 semaines, le 4 juin. Comment ça se présente? C'est souvent un succès important, populaire. Écoutez, on espère que ça va continuer à être un succès. Ça prouve qu'on est capable de mobiliser. Je l'ai souvent dit, on mobilise tout en faisant la fête parce qu'on croit que c'est essentiel de garder le sourire malgré le fait qu'il y ait beaucoup de souffrance, parce que c'est aussi un moment de communion et de solidarité. Donc on espère qu'il y aura toujours autant de monde pour cette marche des diversités Gay Pride. On a pour le moment en prévision 22, 23 chars, peut-être plus, peut-être un peu moins. C'est pas là l'essentiel, on n'est pas là pour battre des records, on est surtout là pour faire passer des messages. Et je profite de cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour vous annoncer que le 26 mai prochain, l'association, aux côtés de l'association Face Héros, a mis en place une convention égalité, mariage, PAX. C'est une convention sur laquelle nous avons beaucoup travaillé avec notre partenaire et 10 entreprises montpelliéraines vont signer cette convention pour que, au sein de l'entreprise, l'égalité de traitement entre les salariés paxés et mariés soit strictement identique, et ce, quelle que soit l'orientation sexuelle, parce que lorsqu'on lutte contre les discriminations, on n'oublie personne. On suivra évidemment cette actualité. Je rappelle, Lesbian and Gay Pride, samedi 4 juin, départ du Pérou à 15h, c'est ça? Absolument, comme d'habitude. Merci beaucoup Vincent Autain d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct, le Flash, demain à 12h30. Très bonne soirée à tous sur TV Sud Montpellier.